Bonjour à tous, bienvenue dans le cours Identité et culture. Donc ça c'est le cours numéro un. Je vais donc vous raconter un petit peu quelle va être la progression du cours magistral qui va alimenter les TD et également donc les exercices que vous aurez à rendre en TD sous forme d'une présentation d'une minorité. Alors en fait, la progression s'organise avec 4 blocs thématiques. Donc quelquefois il arrive que, mais là on s'en fiche parce qu'on est en enregistré, enfin en vidéo. Donc les blocs en fait peuvent être supérieurs à la durée qui était prévue pour le cours magistral et qui en gros était des sessions de 2 heures. Donc, premier bloc thématique s'intitule Drôle de lumière, la production des identités déviantes à l'époque moderne et après. Et cela concerne la race, les sexualités et les genres. Donc, dans ce premier bloc, en fait, thématique, l'idée est de faire un retour généalogique plus que chronologique. Je reviendrai là-dessus quand on aura fait le texte de Foucault, sur finalement toute la généalogie de la production des identités, donc comme l'indique le titre, déviantes, c'est-à-dire quels sont les discours, les représentations, les images, quels sont les savoirs qui vont faire que au XIXe siècle, on voit surgir toute une série de typologies d'identités donc déviantes, sexuelles, racialisées. Quelquefois, les deux s'interpénètrent. Et vous avez aussi le fait que souvent les femmes qui ne sont pas considérées comme une minorité à part entière sont également prises en écharpe par ces discours. Donc notre idée, c'est de savoir comment des stéréotypes que l'on retrouve à l'époque contemporaine ou des représentations pathologisantes ou négatives concernant les femmes, concernant les minorités sexuelles et de genre, mais aussi les handicapés, les personnes moins productives. En fait, on peut retrouver, si vous voulez, toute une matrice en fait de discours au XIXe siècle qui montre comment on en est arrivé là. Donc dans ce bloc que j'ai intitulé Drôle de lumière, parce que nous sommes généralement éduqués en France et ailleurs à penser que la période des Lumières, et la France, pays des droits de l'homme, etc., est une période justement uniquement axée sur le progrès, sur le progrès technique notamment au 19e, mais aussi au 18e avec l'arrivée de la Révolution française, de la question des droits, de la citoyenneté, etc. C'est vrai qu'on a une vision souvent à la fois très positive, très idyllique, voire très occidentale des bienfaits et des Lumières. Eh bien, en revenant sur la généalogie des Lumières, on va voir que les choses sont un peu plus compliquées. Donc dans cette partie, vous allez avoir toute une série de textes que l'on va regarder. Excusez-moi, je vais minuter parce que sinon je ne vais pas voir euh, où est-ce qu'on va avec, avec le cours. Pardon. Donc, ce que je vous disais, c'est que donc dans ce bloc drôle de lumière, ce bloc thématique drôle de lumière, on va être amené à se servir beaucoup du texte de Foucault, qui est un texte qui a proposé très important, notamment avec l'histoire de la sexualité, la volonté de savoir, qui est justement un texte qui permet d'aller sur ces questions de comment des savoirs, que Foucault appelait des savoirs-pouvoirs, peuvent produire la vérité à la fois sexuelle, raciale, sur des corps qui par la suite vont être exclus. Donc on va passer un peu de temps sur ce texte Histoire de la sexualité de Foucault. On va aussi faire des textes des sexologues. On ne va pas avoir le texte de Foucault, vous connaissez sans doute. Donc ça, c'est Histoire de la sexualité. Foucault avait prévu d'en écrire plus. Et puis finalement, bon, il n'a pas écrit évidemment selon le... pardon, il n'a pas écrit, il n'a pas suivi vraiment le programme qui s'était donné. D'ailleurs, on pourra revenir là-dessus, savoir pourquoi il a bifurqué et est parti sur la question de la biopolitique, qui est aussi une question qui va nous intéresser cette année. Et donc, on va aussi, on n'aura pas le temps, et d'ailleurs, il faudrait des années pour revenir sur tous les textes des sexologues. Ici, vous avez un exemplaire de Krafft-Ebing, donc de Havelock Ellis, pardon, qui est un des grands sexologues qui a écrit ici les études de psychologie sexuelle en je ne sais combien de volumes. Krafft-Ebing a fait la même
même chose avec sa Psychopathia Sexualis qui est paru à la fin du 19e siècle. Donc on va revenir sur les textes des sexologues pathologisants donc du 19e siècle. Et puis on reviendra également avec des textes plus contemporains sur la question justement de la biopolitique et comment en fait des phénomènes de contrôle du corps, des corps minorisés, des corps sexualisés, racialisés, pathologisés, peut se poursuivre sous d'autres formes à l'époque actuelle. Dans ce drôle de bloc, ces drôles de lumière, ce bloc thématique drôle de lumière, on reviendra aussi en s'appuyant sur des films, donc par exemple Princesse Tam Tam, qui est un film de Gréville qui date des années 50, un film français qui met en scène Joséphine Baker. Il y a plein évidemment de films que vous pourrez aussi verser au TD qui peuvent nous permettre de réfléchir justement sur la permanence en fait des représentations racialisantes, sexualisantes, pathologisantes dans les médias et pas seulement dans les années 50 jusqu'à nos jours. Je pense par exemple à un film comme Vénus Noire où Abdelatif Kechiche a repris toute la représentation et la vie de la Vénus de Hottentot. Vous avez des films qui sont parfois fondateurs de la nation, hein, comme Naissance d'une nation de Griffiths, qui est un film en fait qui est un peu fondationnel pour la culture états-unienne et où on voit clairement intervenir le Ku Klux Klan. Voilà, donc j'ai pas le temps là de faire une filmographie évidemment complète, mais en gros voilà comment on va partir, si vous voulez, dans cette démarche généalogique, qui sera aussi une démarche que vous pourrez essayer, que vous devrez essayer de pratiquer lorsque vous ferez la présentation de la minorité que vous allez choisir de traiter dans votre présentation pour le TD. Le deuxième bloc s'intitule Les minorités dans les médias, stéréotypes, invisibilisation et récits qui tuent. Là, on va en fait partir justement un petit peu plus dans l'époque contemporaine et voir comment on peut utiliser aussi quels outils critiques on va pouvoir mobiliser pour justement étudier la persistance de ces constructions discursives et spectaculaires, imagées. Ça peut être aussi bien ce que l'on montrait dans les expositions universelles, ce que l'on montrait dans les freak shows, etc., vont perdurer justement dans les médias au sens très très large du thème. Dans ce cours, en fait, on se restreint un petit peu à la représentation des minorités sexuelles, genre et racisées dans les médias, sachant que le terme de médias ici est très très large, c'est-à-dire qu'il recouvre aussi bien des films, des expositions, des dispositifs justement de mise en scène, par exemple des femmes hystériques par Charcot à la Salpêtrière. Tout ça, c'est un média, c'est-à-dire que Charcot, quand il s'appuyait sur l'iconographie de la Salpêtrière, pour laquelle il avait recruté il avait recruté des photographes professionnels, il met en scène en fait la femme hystérique, la crise de la femme hystérique, en s'appuyant sur des images qui en fait, au moment où elles sont produites, produisent justement de manière assez performative la représentation de la femme hystérique, donc la femme qui va faire la crise hystérique, dont on précise plus ou moins clairement la nature sexuelle et on va retrouver des représentations de l'hystérie sexuelle par exemple avec la représentation assez traditionnelle de l'arc orgasmique ou orgastique dans les films, y compris contemporains, pour figurer la jouissance dite féminine. Donc, quand je parle de médias, vous voyez, ça peut être évidemment le cinéma, les réseaux sociaux, les expositions, tout ce qui relève de la représentation, de l'image. Et donc, vous pourrez, justement, utiliser cette définition très très large des médias pour la réalisation de votre présentation dans le TD.
Donc après, les outils critiques, on va en étudier quelques-uns, mais bien sûr, vous pouvez aussi compléter avec ceux que vous jugerez intéressants ou intéressants de partager, euh, suivant d'ailleurs les études que vous avez fait, votre background, si vous avez fait de la sinologie, de l'analyse de films, de cinéma, etc., par exemple, ou de télévision, ou de l'analyse des médias numériques. Donc, on partira sur la notion de stéréotype, de visibilité, de visibilisation, puisque c'est un peu dans la lignée aussi de ce qu'on va voir avec Foucault. On imagine souvent que la censure, c'est quelque chose de négatif, mais c'est aussi quelque chose de productif, de positif, c'est-à-dire qu'on peut évidemment empêcher, invisibiliser des gens, mais on peut aussi les produire, les représenter de manière extrêmement désobligeante, ce qui est une forme de visibilité qui va justement attester de leur nocivité, de leur criminalité, etc. On peut aussi s'intéresser à la question de la narration, c'est-à-dire dans un film, dans toutes les représentations que vous allez, les corpus que vous allez amener à traiter, voir comment justement il y a toujours une manière de raconter l'histoire qui fait que, par exemple, on va répartir les rôles entre ceux qui agressent, les bons et les méchants. Ça a l'air caricatural comme ça, mais c'est très, très, très prégnant, par exemple, dans un genre comme le western, qui est encore, même s'il a été beaucoup resignifié, réapproprié, etc., dans le western, la base est que les Indiens sont les agresseurs et que ce ne sont pas les personnes qui les colonisaient qui les agressent. D'ailleurs, en général, les westerns à la John Ford sont représentés dans des paysages magnifiques du Grand Canyon où, semble-t-il, personne ne vivait là avant qu'arrivent les dits Américains. Donc là, on verra des textes de Richard d'ailleurs pour toute la question de la représentation de l'homosexualité dans le cinéma, mais ça peut servir aussi dans beaucoup d'autres représentations visuelles en s'appuyant sur un film documentaire qui a été fait par Friedman et Epstein à la fin des années 90 qui s'appelle Le Celluloid Closet et qui est un film très très intéressant sur la représentation des gays et des lesbiennes à Hollywood depuis le début d'Hollywood jusqu'aux années 60. Donc là, l'idée est en fait de regarder un petit peu comment sont représentés, mal représentés, misrepresented, les minorités dans les médias. On verra aussi des textes plus théoriques sur la question de stéréotypes, notamment avec Homi Bhabha. Donc vous avez tous ces textes dans le syllabus que je vous ai mis sur Moodle. Le troisième bloc thématique est consacré à la politique des identités et de représentation et s'intitule donc Politique des identités et de représentation, contestation et stratégie. Donc là, on va plutôt s'intéresser à la manière dont les médias, les minorités, pardon, qui justement ont été produites en grande partie dans leurs traits désobligeants et pathologisants et criminalisants au XIXe siècle, vont comment, à un moment donné, on en a déjà des prémices au XIXe siècle avec le mouvement, par exemple, libérationniste allemand, ou même des sexologues. Tout à l'heure, je parlais de Avlokelis et de Kraft-Ebing, mais à la même époque, vous avez un sexologue très connu qui s'appelle Hirschfeld, qui vit à Berlin et qui, dans les années 30, va, alors qu'il est lui-même inverti, puisqu'on parle plutôt d'inversion à l'époque pour désigner ce que l'on appellera plus tard les homosexuels, va être un militant de la cause homosexuelle, va militer pour que le paragraphe 175 qui criminalise les homosexuels soit aboli, va ouvrir un centre de recherche qui va être ensuite brûlé par les nazis, mais où il reçoit des invertis, des personnes que l'on dirait maintenant transgenres, trans ou plus il y a quelques années, transsexuelle, pour justement, il va produire d'ailleurs une iconographie sexologique importante pour proposer l'idée que les personnes dites inverties, dégénérées dans le discours sexologique pathologisant, y compris en France, toute la thématique de la dégénérescence, etc., avec Zola, avec Magnan, avec Tardieu, avec Lacassagne, que en fait ces personnes ne sont pas des malades, des gens pathologisés, qui sont pathologisés, etc.
Tout ça pour dire que donc à un moment donné, vous avez, si vous voulez, des personnes qui ont été typologisées, qui ont été cataloguées au 19e siècle, qui vont petit à petit s'organiser de manière politique, notamment dans les années 60, hein, c'est peut-être la période où c'est le plus visible, en tout cas aux États-Unis, dans le sillage du mouvement des droits civiques, sachant que les personnes noires aux États-Unis se sont déjà préoccupées de la question des représentations et essayer de contrer les représentations négatives et racistes bien avant. Et d'ailleurs, le mouvement homosexuel euh, qui émerge avec cette date un petit peu symbolique et devenue mythologique de Stonewall, donc en 69 à Stonewall aux États-Unis, vous avez une réaction très forte contre la police qui signerait un petit peu, qui venait envahir et embêter les personnes qui se rendaient au Stonewall, donc un bar où il n'y avait pas simplement des personnes dites homosexuelles ou gays pour faire un anachronisme, mais aussi des prostituées, des personnes, des sex workers, des personnes racisées, travestis, transgenres, donc à l'époque. Et donc, cette révolte contre l'action de la police va enclencher, en tout cas, et un moment où on voit que l'année d'après, on a la première Gay Pride à New York et va se constituer un mouvement calqué sur les droits civiques américains et donc un mouvement gay et lesbien et qui vont très rapidement s'occuper de la question des identités en revendiquant leur identité mais de manière positive, leur identité sexuelle et des gens qui ne se résume pas évidemment à ce qu'on appelle la sexualité en termes de pratique sexuelle, et qui vont s'intéresser de très près à la manière dont ils et elles sont représentés dans les films, dans les médias au sens général, et proposer justement des représentations alternatives. Donc, on va s'intéresser à la manière dont on peut politiser la question de la représentation, comment les minorités elles-mêmes essaye de retourner le stigmate et de s'auto-représenter, de se présenter de manière en tout cas plus adéquate. Comment justement elles vont développer des stratégies de visibilisation, de contestation, des représentations mainstream. En gros, on va parler de la politique des identités, de la politique des représentations, de la politique de la visibilité. Ça va de la question du coming out à la présence des minorités dans les médias, le fait de réclamer qu'elles soient représentées selon leurs propres termes. Donc là, ça dépend des années, mais vous avez toute une série de textes, donc c'est aussi, j'essaye d'adapter le cours magistral en fonction des besoins que je vois surgir dans vos TD, en fonction des sujets que vous allez choisir assez rapidement pour votre présentation. Donc on verra un petit peu, suivant cette année, comment, enfin suivant vos choix et vos besoins, quels sont les textes sur lesquels on s'appuiera plus particulièrement. Enfin, si on a le temps, il y a un quatrième bloc thématique qui s'intitule Politique de la différence. Il y a des années où on n'a pas le temps de le faire, c'est pas grave. Il y a des années où on développe d'autres éléments dans la politique des identités et des représentations, par exemple en mettant l'accent sur les politiques handi, c'est-à-dire la manière aussi dont se politisent les personnes handi, pas simplement en fonction des chartes que l'on peut, comme d'ailleurs dans l'université de Lille, générer depuis quelques années, parce que c'est un mouvement lui aussi qui est très très ancien et qui lui aussi trouve un fil généalogique très intéressant à tirer depuis le 19e siècle et plus, avec notamment les politiques eugénistes qui, à l'époque, avaient conclu justement au fait qu'il fallait exterminer, en tout cas, que les personnes dites handies, enfin, ce qui recouvrait un spectre très très large, donc des personnes que l'on pouvait repérer et typologiser et pathologiser en fonction de leur corps et aussi en fonction du fait qu'elles n'étaient pas productives économiquement. Donc il y a des années où on développe pas mal plus d'identité que d'autres, donc ça c'est un petit peu en fonction, encore une fois, de vous, de vos besoins, mais et de vos envies par ailleurs. Mais bon, le bloc 4 qui est concerné aux politiques de la différence, en général, on essaie de revenir sur toute la question de l'ethnicité, des politiques multiculturelles,
mais aussi sur ce qui se passe plus récemment avec justement le fait qu'on a l'impression, avec toute la question de la diversité, de l'inclusion, notamment pratiquée par les États ou revendiquée par les États, ou toutes les politiques dites d'inclusion et de management de la diversité dans les entreprises, euh, on voit aussi que peut-être quelque chose a changé. Est-ce que ça a changé en bien? Comment les politiques de la différence maintenant sont pratiquées? Je ne sais pas, à part des entreprises comme Renault, elles doivent être pratiquées aussi par les universités. Qu'est-ce qui change? Voilà. Donc voilà en gros les quatre grands axes que nous allons développer en cours magistral. Maintenant, je vais commencer par développer le premier bloc thématique, donc, qui s'intitule Drôle de lumière. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'avais quand même été éduquée dans une célébration de l'époque des Lumières, avec les encyclopédistes, les philosophes, etc., etc. Comme berceau, encore une fois, des droits, de la civilisation, etc. Il se trouve que les choses sont peut-être un peu plus compliquées et que cette modernité, en fait, qui commencerait au XVIIIe, a fait l'objet de beaucoup de critiques, notamment quand on commence à s'intéresser à la question du sexe, de la sexualité et de la race, et de la manière d'ailleurs dont ces deux critères, ces deux thématiques peuvent être imbriquées. Donc là, l'idée, c'est plutôt justement d'aborder sous un angle moins connu et peut-être moins brillant, un angle plus le côté obscur de la modernité, notamment par rapport à la question de la sexualité, de la question de la colonialité, etc. Alors, on y reviendra dans le détail quand on fera le texte ou les textes de Foucault, mais donc son idée à lui, ça a été de dire que euh, les savoirs, vous savez, il y a une explosion des disciplines, de ce qu'on appelle maintenant les sciences humaines et sociales au XIXe siècle, de montrer peut-être que ces savoirs que Foucault appelle les savoirs pouvoir et qui ont produit la vérité du sexe, de la race et de la nation, parce qu'en général c'est lié, sont en fait un enchevêtrement de discours qui a comme particularité de produire en fait et de faire croire à donc la vérité, une vérité du sexe, de la race et on pourrait ajouter de la nation. C'est-à-dire que ce que l'on sait sur, par exemple, les invertis, les homosexuels, la femme hystérique, les noirs hypersexuels, etc., est quelque chose qui, selon Foucault, mais aussi selon un historien comme Laqueur, j'essaye de trouver l'ouvrage de Laqueur si je l'ai sous la main, mais non, je ne l'ai pas. On y reviendra, donc de montrer que, en fait, les sciences humaines et sociales, en tout cas les savoirs pouvoirs comme la sexologie, la raciologie, le racisme biologique, etc., vont rendre l'idée de la race, par exemple, épistémologiquement correcte. C'est-à-dire que là, on est bien loin de penser que la race est un ensemble de préjugés ou le fait euh, de l'errance personnelle, euh, de gens pas éduqués. Il y a vraiment toute une conscience et une production de la notion de race et de sexualité, d'ailleurs au 19e, qui fait que à cette époque, par exemple, Kant est contre le mélange des races, que Hegel pense qu'il faut aller libérer l'homme africain contre lui-même, etc. Donc, il y a toute cette idée que la pensée, notamment universalisante, hein, très très représentée et nourrie par la pensée de Kant, est une pensée qui oublie de réfléchir sur son propre point de vue, qui va se présenter comme neutre, à la fois justement du point de vue de la race, de la classe d'ailleurs on pourrait ajouter, et aussi de la sexualité, et que c'est ce point de vue, le degré zéro, si vous voulez, point épistémologie zéro, en fait, est construit. Et donc, un des rôles de ce cours, c'est de montrer comment on peut le déconstruire. Avant de passer donc à cette déconstruction de la modernité, il faut bien préciser aussi que la critique de la modernité
parce que nous, on va utiliser pas mal de penseurs des années 50, enfin des années plutôt 70 même, enfin toute la pensée notamment post-structurale, mais il y a eu une critique de la modernité occidentale, d'ailleurs même avant les postmodernes et avant, donc Foucault, Derrida, Deleuze, etc., avant la guerre. Enfin, vous avez des auteurs, notamment un penseur euh, africain-américain très très important, Du Bois, euh, aux États-Unis, qui a beaucoup réfléchi donc à cette critique de la modernité occidentale. Des gens que vous connaissez peut-être mieux, comme Senghor, Césaire, Fanon, ont aussi réfléchi donc à cette modernité exemplaire pour la critiquer. Ils sont d'ailleurs arrivés, certains, par exemple comme Senghor qui avait fait, ou Césaire qui avait fait leurs études en France, étaient à la fois pétris de cette culture moderniste et en même temps étaient bien placés pour comprendre comment eux-mêmes en étaient exclus. Quelqu'un comme Dubois aussi a développé des outils critiques, une notion comme la double conscience pour décrire un petit peu le fait que qu'est-ce que l'on ressent quand on est à la fois dedans et dehors. Euh, Justement la culture moderne, ou comment on est à la fois, et on se cultive avec ces références modernes, mais en même temps comment on en est exclu et comment on a toujours une double conscience de ce qui se passe, un double point de vue si vous voulez. Comment aussi ça peut amener à des phénomènes de passing, on parle souvent de passing pour les personnes trans, ou à un moment donné on a parlé de coming out, ce qui serait l'inverse du passing ou du placard pour les personnes homosexuelles, mais comment aussi on peut essayer de pratiquer les codes d'une culture hégémonique, voire d'une culture blanche, parce que stratégiquement c'est la seule manière de survivre. Donc, c'est important, avant de mettre l'accent peut-être sur les auteurs qu'on va traiter plutôt cette année, de bien rappeler que, encore une fois, la critique de la modernité, et on le verra aussi, la critique de la décolonialité est très, très, très importante et très, très large. Euh, pour ce qui est de la critique contemporaine, on va dire plutôt européenne, c'est vrai aussi qu'après la guerre de 14 et la Seconde Guerre mondiale, surtout après la Shoah, vous avez après les génocides toute une critique, notamment avec l'école euh, allemande, avec Adorno, des gens comme Horkheimer, des Lumières qui auraient mené justement au massacre que l'on connaît et au massacre organisé, technologiquement organisé et très biopolitique des camps de concentration et de la Shoah. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, donc, vous avez ces auteurs post-structuraux, Foucault, donc, dont j'ai un petit peu parlé. Donc, on va aller sur la notion de censure productive, comment Foucault écrit une histoire politique de la vérité, comment aussi il s'intéresse à la production de la subjectivité, à la discipline, comment s'exerce le pouvoir sur les corps et sur les populations, quel est le rôle, encore une fois, des régimes discursifs, des savoirs-pouvoirs, des sciences dans justement cette manière dont s'exerce le pouvoir, là où peut-être on ne l'attendait pas, puisqu'on a souvent une conception du pouvoir comme étant le fait de l'État, de la justice, de la loi, etc. Or, précisément, un des apports de Foucault est d'essayer de voir comment s'exercent les micro-pouvoirs, comment le pouvoir s'exerce sur le corps, en dehors justement de cette représentation un peu traditionnelle que l'on a du pouvoir. On y reviendra. Vous avez quelqu'un qu'on ne va pas beaucoup traiter cette année aussi, mais c'est vrai que dans euh, des années 80-90, vous avez toute cette notion que l'homme est mort, on célèbre la mort de l'homme et cette idée aussi qu'il faut déconstruire justement les régimes discursifs qui sont les nôtres, qui structurent notre pensée, par exemple le binarisme homme-femme, identité, différence, etc. Alors, donc ça c'est un petit peu ce que l'on va prendre, enfin quel est le cadre référentiel un petit peu si vous voulez de la théorie post-structurale. On verra des auteurs plus contemporains, mais c'est un petit peu pour cadrer si vous voulez
la matrice référentielle que nous allons utiliser, en complétant encore une fois avec tout ce qui est les auteurs décoloniaux comme Mignolo, Quirano, etc. Plus récemment, je le disais tout à l'heure, évidemment, ça va sans dire que justement tout ce qui se passe dans les années 60, le développement aussi des études culturelles, donc nous sommes dans un enseignement, une licence où on pratique pas mal les études culturelles. En fait, la différence des études culturelles par rapport aux disciplines, telles d'ailleurs qu'elles sont encore construites en France. Vous savez, ces disciplines qui sont récentes pour certaines d'entre elles, comme la sociologie, l'anthropologie, mais aussi on pourrait aller sur les sciences dures, comme ont fait les féministes dans les années 60. Eh bien, le développement des études culturelles qui en fait les études culturelles, c'est quoi? C'est des sciences comme la sociologie, des sciences humaines, des savoirs sur la culture qui sont repris du point de vue, retravaillés par les minorités, donc que ce soit le point de vue noir, le point de vue gay, le point de vue lesbien, le point de vue trans, le point de vue handi, Crip Studies par exemple. Donc vous avez dans les années 70 des minorités qui sont dans les mouvements sociaux et qui, d'ailleurs, y compris les féministes, ont décidé d'investir les universités parce que d'abord elles pensent que c'est un lieu institutionnel où elles doivent être, mais aussi y être pour produire du savoir, des épistémologies, c'est-à-dire des manières de produire la vérité ou les savoirs différentes de leur point de vue. Et c'est donc aussi pour ça que, évidemment, on va avoir cette explosion de textes critiques et de production aussi médiatique justement différentes. Ça a pris un certain temps à arriver en France, si tant est que les études culturelles soient aussi développées qu'elles pourraient l'être. Vous avez aussi un bon fond universaliste, y compris dans cette université d'ailleurs, qui a refusé l'ouverture d'un master il y a 4 ans parce qu'il était sans doute trop communautariste. Vous avez cet argument qui est aussi très très présent dans les médias, avec cette idée que quelque part la nation, la culture est universelle, homogène, et que les minoritaires contribueraient à la fractionner ou à détruire le lien social. Tout ce qui est dit là est valable aussi, évidemment, avec la manière dont on peut représenter de manière extrêmement négative des mouvements décoloniaux, interdire les festivals à partir du moment où ils sont en non-mixité choisie, par exemple, pour des personnes racisées ou des minorités sexuelles et de genre. Donc, si on veut renouer un petit peu la problématique qui va être le fil rouge de ce cours, la question est de savoir, et donc encore une fois en écho direct avec les TD, ce qui nous intéresse, c'est le rôle des discours, des sciences, des images, des représentations qui vont implanter la vérité du sexe, de la race et des corps productifs. Comment ces constructions qui sont à l'origine des catégories, des identités, des minorités se sont imposées. Alors on en a un petit peu parlé là, en gros elles vont se présenter comme naturelles, on va les faire passer pour on va faire passer les catégories euh, justement qui ont été créées, qui correspondent à des identités pathologisées comme contre nature, comme déviantes, comme dégénérescentes, en adoptant évidemment un point de vue universaliste non marqué, c'est-à-dire que par défaut, si vous voulez, ou en tout cas en creux, le point de vue qui a généré ces sciences et ces savoirs est un point de vue généralement plutôt blanc, plutôt hétérosexuel et plutôt cisgenre. Comment donc les médias, au sens large du terme, peuvent participer encore de nos jours à la persistance de ces catégories, donc racisme, sexisme, pathologisation des gens, etc., mais aussi comment les minoritaires vont développer des politiques d'autoreprésentation, d'autodéfinition, d'autoreprésentation, de politisation des représentations.
Alors on verra évidemment des exemples, des réponses concrètes à ces questions avec les travaux de Patricia Hill Collins, qui est une féministe afro-américaine qui est revenue sur la question du racisme culturel, avec la notion d'eurocentrisme développée par Ella Shoah. Mais là, je voudrais continuer un petit peu sur la question justement de la production, de la construction des modernités occidentales, en m'appuyant sur les travaux d'un... alors on n'a pas le temps de beaucoup développer, mais c'est quelqu'un d'important dans la pensée décoloniale, donc, qui s'appelle Walter Mignolo, qui est mexicain et qui enseigne à l'université de Duke aux États-Unis. Donc, lui va reprendre la formulation de Quijano, qui est un sociologue péruvien, et qui, donc, à la fin des années 80, au début des années 90, développe la notion de colonialité. Donc, je vais revenir sur la définition de la colonialité pour euh, élaborer sur ce qu'il appelle la matrice coloniale du pouvoir. Alors, qu'est-ce que la colonialité? Là encore, on aborde un petit peu le côté noir de la modernité. Euh, pour Quijano, oui, avant d'aller sur la notion de communalité, je vais un petit peu élaborer. Euh, donc, le côté noir, comme je le disais, qu'est-ce que c'est cette option décoloniale, comme dirait Mignolo, développée euh, par Quijano? C'est en fait le nom d'une logique qui est sous-jacente à la fondation et au déploiement de la colonisation occidentale de la Renaissance à nos jours. Donc vous voyez, là on est sur le temps long. Et donc ce déploiement de la civilisation occidentale imprégné de colonialité a pris différentes formes selon les époques euh, et les empires. Donc, de ce point de vue, ce qu'essayent de faire Mignolo et Quijano, c'est aussi d'arrêter, enfin l'eurocentrisme, d'arrêter de tout raconter, euh, la modernité comme un grand récit dont le point d'origine serait l'Europe et qui célébrerait la civilisation européenne. Vous connaissez la chanson, la Grèce, berceau de la civilisation, etc., en masquant les aspects sombres qui sont structurels, qui ne sont pas des accidents, mais qui sont des éléments constitutifs justement de la dite modernité. Parce que l'une des thèses des penseurs de la décolonialité, comme Mignolo, Quijano, mais aussi comme des gens comme Paula Baqueta ou Ramon Grossfugel, c'est qu'il n'y a pas de modernité sans colonialité et qu'il n'y aura pas de modernité globale sans colonialité globale, que ça s'applique d'ailleurs à l'ère transnationale et globale dans laquelle nous vivons. Donc la pensée décoloniale essaye justement de reprendre cette généalogie un petit peu de la modernité et comment, c'est vrai que le terme décolonisation, vous le connaissez peut-être dans une acception euh, plus contextualisée, quand on dit que voilà, bon, dans les années 60 d'ailleurs, les années 50 sont marqués par les mouvements décoloniaux, la conférence euh, des pays non alignés de Bandung en 1955, où là on parle clairement de décolonisation, et il va y avoir des décolonisations, puisque les pays occidentaux, y compris la France, vont devoir se retirer de leur ancienne colonie, l'Algérie, pour ne pas la nommer. Mais l'idée, là, c'est de revenir un petit peu, là aussi, dans une perspective historique et généalogique, et de bien se remettre en mémoire que le monde, par exemple, en 1500, est un monde, en tout cas avant le XVIIe, est un monde, 16e, XVIIe, est un monde polycentrique et non capitaliste, où vous avez, c'est pas que les choses se passent euh, formidablement bien, mais ce n'est pas la même, si vous voulez, culture, par exemple, capitalistique. Vous avez des civilisations qui coexistent, les Incas, les Aztèques, l'Empire romain, la Chine, etc.
Et ensuite, vous avez un bond, c'est vrai, avec les grandes conquêtes qu'on nous a toujours décrites sous un aspect plutôt progressiste, logique, avec Christophe Colomb, etc., qui découvrirait l'Amérique. Vous avez très rapidement un monde qui va se mettre en interconnexion et qui va surtout être interconnecté par le biais d'un seul type d'économie qui est le capitalisme et qui nous amène donc à notre époque où le capitalisme a continué de se développer sous d'autres formes et notamment la forme néolibérale que nous connaissons et qui est globale. Tout ça, donc, dans le sillage, si vous voulez, après la naissance du capitalisme moderne, constitue, bon, on ne va pas entrer dans une guerre d'historiens, de périodisation, etc., mais selon les auteurs, avec la Renaissance, le XVIe, le XVIIe, etc. Il y a évidemment aussi tout cet développement qui s'appuie sur la vie humaine, l'exploitation de la vie humaine avec l'esclavage qui commence au Portugal et qui sera ensuite repris par les Espagnols, les Français, les Anglais, etc. Donc tout ça pour dire que pour revenir sur cette notion de colonialité qui est différente, vous voyez, de la notion de colonisation, d'impérialisme, de décolonisation. Et d'ailleurs, Mignolo y insiste beaucoup, on a affaire à une double colonisation, c'est-à-dire que c'est une colonisation du temps et de l'espace aussi. Au niveau du récit de la modernité, du progrès vers les lumières, etc., on passerait de l'ombre à la lumière. Vous connaissez ce récit comme quoi on oppose les lumières, d'ailleurs, avec toute cette sémantique de la lumière, justement, au Moyen-Âge, obscurantiste, glauque, caverneux, irrationnel par rapport à la Renaissance. On sait maintenant que c'est une construction, une narration, qui permet aussi de désigner comme origine, disons comme une fiction d'origine, la Grèce comme berceau de la civilisation européenne, etc. Donc oui, il y a toute une construction narrative. C'est pour ça que Mignolo parle de colonisation à la fois au niveau du temps et de l'espace. Et ce qui émerge aussi, c'est une structure de contrôle et de management à la fois via l'économie, mais aussi de la subjectivité. Là, on retrouve un élément qu'on a aussi chez Foucault, et qui dit subjectivité dit justement ces éléments, ces critères, ces axes de production de la subjectivité que sont les genres, la sexualité et la race. Donc là, vous avez, vous voyez dans le PowerPoint, le schéma de Mignolo qui essaie de lier en fait des domaines qu'on doit lier pour comprendre justement cette colonialité qui sont l'économie, la genre, la sexualité, la subjectivité et le savoir dans un environnement patriarcal et racial bien déterminé, avec un discours théologique, la théologie chrétienne par exemple, qui va différencier entre les chrétiens, les juifs, etc., qui peut évidemment être un des piliers du développement colonial et impérialiste. On sait très bien quel est le rôle qu'a joué la religion dans la dite conquête du Nouveau Monde des États-Unis, de l'Amérique latine et de l'Amérique centrale. Donc il y a toute cette manière de voir aussi comment, avec la modernité, se construit une subjectivité européenne qui est le sujet justement cartésien, qui est maître et possesseur de la nature, qui va devoir gérer ses émotions. Donc vous savez que Descartes, c'est vraiment ce dualisme, cette opposition, ce combat en fait que le sujet pensant doit mener contre les passions. Donc c'est le dualisme corps-esprit qui est très très structurant dans notre culture européenne. On y reviendra un petit peu avec Silvia Federici, donc, qui est une féministe qui a beaucoup travaillé justement sur l'avènement du capitalisme et la manière dont ça impacte le corps et la subjectivité moderne.
dans un ouvrage qui s'appelle Caliban et la sorcière, qui a été traduit il y a quelques années en France. C'est un outil de référence pour comprendre la généalogie du capitalisme et aussi la chasse aux sorcières, la manière dont on va contrôler le corps des femmes, comment le capitalisme va mettre le corps au travail. Donc, vous avez ce sujet aussi développé par la suite par Kant, universel, dont je disais tout à l'heure qu'il est plutôt euh, masculin, blanc, hétérosexuel et chrétien suivant les époques, qui va avoir le pouvoir et le savoir, et notamment va pouvoir euh, produire ce savoir et ce pouvoir sur l'autre. Vous savez qu'en France, on parle toujours de l'autre avec un grand A, et que on y reviendra, mais cette construction de l'autre est aussi une manière de bien comprendre comment on peut euh, construire des gens, enfin comment on peut construire un autre justement traversé par les logiques raciales, sexuelles, de genre, etc., par opposition justement au même qui serait nous, qui serait le point de vue universel, légitime. Tout ça pour dire que vous avez, avec des auteurs comme Mignolo, cette idée qu'il faut développer à la fois des géographies et des corpos, enfin que la géographie est aussi quelque chose de politique, de corporel, et qu'on ne peut pas comprendre l'avènement du capitalisme ou par exemple le développement de l'éthique protestante du capitalisme, c'est-à-dire le développement d'une subjectivité qui cette fois n'est plus chrétienne mais qui coïncide très bien avec justement la manière dont on va vouloir mettre son corps, y compris dans les sphères bourgeoises, marchandes, mercantiles, etc., au service du développement du capitalisme, avec cette idée que euh, correspond au capitalisme un corps bien précis, une manière de le mettre au travail, de le contrôler, de le discipliner, qui est encore une fois économiquement marqué. Donc, excusez-moi parce que tout à l'heure j'ai dit que j'allais vous donner la définition euh, de Mignolo de la colonialité, et puis je la trouve pas. Mais en gros, si je me souviens bien de mémoire, et puis éventuellement je vous la remettrai de manière plus précise dans les ressources, c'est ce qui reste en fait après la fin formelle justement du colonialisme, qu'on peut situer historiquement, etc., et qui continue d'être présent. Donc encore une fois, c'est pas la question de sortir d'une culture ou d'une oppression coloniale avec quelqu'un qui vous savez, une occupation, par exemple, qui se traduit par la production d'un droit administratif, par une gestion justement coloniale de votre pays. Donc, quand ça c'est fini, ou quand, par exemple, aussi, nombre de pays africains sont décolonisés, on va dire, historiquement, formellement, en tout cas par rapport à leur autorité de tutelle par rapport aux pays qui les ont colonisés, comment continue la colonialité? Est-ce qu'elle est terminée? Par exemple, vous avez toute une réflexion euh, qui consiste à dire que une fois que les colonisateurs ont quitté les pays qu'ils occupaient, et si on voit ça avec justement la question du capitalisme et du néolibéralisme, d'autres mécanismes se sont mis en place, notamment toute une série d'institutions supranationales comme le Fonds monétaire international, mais peut-être aussi l'UNESCO, l'ONU, la Banque mondiale, etc., qui ont proposé, ou en tout cas qui ont proposé, qui ont imposé d'autres mécanismes, si vous voulez, de capture à la fois des richesses économiques des pays, des ex-pays colonisés, en leur imposant de l'endettement, des assujettissements, des ajustements pardon, structuraux, etc., etc. Donc là encore, on voit que même si un pays, par exemple, est devenu un État-nation, si un pays est libéré d'un apartheid ou libéré de la puissance coloniale, pour autant, d'autres logiques, les logiques, si vous voulez, coloniales, impérialistes, perdurent.
Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire en s'appuyant sur ces auteurs. Bon, je le fais très très rapidement, on n'a pas le temps. Euh, c'est bien dommage. Et je sais que dans cette formation, vous n'avez pas de cours de théorie critique, c'est-à-dire de cours qui vous permettraient de lire un petit peu euh, en, en détail des auteurs comme Foucault, des auteurs comme Deleuze, des auteurs comme les auteurs de la pensée décoloniale. Mais je ne peux pas passer plus de temps. Mais enfin, si vous avez des questions, évidemment, vous pourrez me les poser en TD. Alors maintenant, pour revenir à la problématique que j'essayais de résumer tout à l'heure, je vous disais qu'on allait voir euh, les réponses euh, que que peuvent apporter des auteurs. Alors là aussi, j'ai pas le temps de traiter de manière exhaustive. Il y aurait énormément de gens intéressants justement pour répondre à cette question qui est un peu notre fil rouge. Comment, encore une fois, euh, des représentations euh, dont on peut retracer la généalogie. Euh, bon, j'ai parlé beaucoup du 19e, mais on voit qu'il y a aussi des choses à tirer du début de la modernité avec l'arrivée du capitalisme, etc. Comment, en fait, on a des beaux restes, en quelque sorte, comment ça perdure dans les représentations quand on en vient à traiter des minorités sexuelles, de genre racisés, et j'inclus dedans les femmes, puisque les femmes euh, comme le montre le courant féministe depuis le XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, le courant féministe est plus représenté par des penseuses ou des philosophes qui commencent à réfléchir à la question de l'égalité de la place de la femme et qui ont un peu le temps pour le faire, qui sont des personnes érudites, que ce soit en France, que ce soit avec Olympe de Gouges, en Angleterre avec Mary Wollstonecraft. Après, le mouvement féministe à proprement parler, comme mouvement social structuré, commence plutôt à la fin du 19e siècle, avec des femmes qui se structurent, les suffragettes pour l'obtention, le grand combat de l'époque, c'est l'obtention du vote pour les femmes. Et donc, on voit bien que, et si on allait sur la question de la représentation des femmes, souvent vous me posez la question de savoir si les femmes sont une minorité, si vous pouvez traiter de cette minorité dans vos présentations, vous verrez que la réponse est généralement oui, sachant que les femmes sont peut-être quantitativement euh, supérieures en nombre, mais ont souvent un traitement qualitatif minoritaire, surtout si elles sont racisées, surtout si elles font le travail sexuel, surtout si elles sont sexualisées de manière perverse, les lesbiennes il n'y a pas si longtemps, les femmes trans, les trans, etc., etc. Donc, à cette question, je vous avais parlé tout à l'heure de la réponse qu'apporte Ella Shoah, qui est quelqu'un qui a fait, entre autres, un ouvrage très intéressant qui s'appelle Unthinking Eurocentrism, qui malheureusement n'a pas été traduit en français, mais dont je peux vous communiquer des extraits si vous le souhaitez. Donc, à cette question, en fait, de savoir pourquoi les choses perdurent, pas en détail évidemment, elles se transforment, mais enfin, pourquoi ces axes de la racialisation, du sexisme, du racisme sont encore si structurants, malgré évidemment tous les discours de dénégation, comme quoi non, tel pays n'est pas raciste, ou que nous sommes le pays des droits de l'homme, évidemment qui sont démentis tous les jours par euh, des statuts accordés ou pas, ou des représentations des migrants, ou des personnes non blanches, y compris en France, ou surtout après le 11 septembre, ou plus récemment les attentats du Bataclan, comment actuellement euh, les personnes musulmanes, il y a un amalgame entre les personnes musulmanes, arabes, terroristes qui sont très criminalisées, surcriminalisées,
comme ont pu l'être d'ailleurs il n'y a pas si longtemps les homosexuels ou les déviants sexuels et les déviants du genre. Alors, les éléments de réponse qu'apporte Ella Shoah, c'est, et vous allez voir que c'est un lien avec ce qu'on vient de traiter avec la notion de colonialité, pas simplement de colonialisme. Et la Shoah parle d'eurocentrisme, c'est-à-dire, ça revient aussi sur ce que j'évoquais tout à l'heure avec ce récit, cette fiction de l'origine qu'on voit encore dans beaucoup de publicités, hein. La Grèce, berceau des dieux. D'ailleurs, dans le livre de Shoah, il y a une analyse de publicité et on en trouve encore récemment dans le métro parisien, mais j'imagine qu'à Lille, ça peut être le cas aussi. Vous avez des représentations de la Grèce comme le pays des dieux de Platon, là où tout a commencé. Euh, c'est un tourisme en fait, où on se ressource aux origines de la civilisation européenne, avec des représentants voilà, d'eau cristalline, de pureté, etc. Et par contraste, si vous voyez des publicités pour aller faire du tourisme aux Antilles ou aux Bahamas, vous allez avoir une représentation tout à fait différente et l'intérêt par rapport aux locaux n'est pas vraiment civilisationnelle. On va mettre l'accent justement sur la sexualité, la chaleur, sur d'autres items. Donc, la définition que donne Shoah de l'eurocentrisme, c'est intéressant parce qu'elle rejoint un petit peu Foucault, là, c'est que l'eurocentrisme est une forme, si vous voulez, un cadre référentiel, une forme de pensée. Assez partagée. Encore une fois, c'est pas des gens qui ont des stéréotypes, c'est pas le discours, pardon, ou les mauvaises blagues au café du coin, etc. Non, non, c'est pas les brèves de comptoir. C'est comment on a affaire à des représentations et un système de pensée structuré, systémique. Donc, Shoah définit l'eurocentrisme comme une forme de pensée qui continue de structurer les discours après la fin formelle du colonialisme. Et le rôle, selon Shoah, de l'eurocentrisme est de normaliser, naturaliser des rapports hiérarchiques et de pouvoir qui ont été engendrés, produits par le colonialisme et l'impérialisme. Alors, c'est une définition intéressante parce qu'évidemment, elle permet de tirer ensemble les fils culturels, quelquefois entrelacés, qui existent entre racisme et eurocentrisme. Le racisme, on est toujours contre l'eurocentrisme, on est moins souvent réflexif et critique par rapport à par rapport justement à cette question. On est antiraciste et toujours eurocentrique. Voilà. N'oublions pas hein, que c'est aussi tout un discours sur la constitution de l'Europe. Là, la semaine dernière, une nouvelle section de aire de travail a été créée au Parlement européen qui s'intitule quand même la protection du mode de vie européen. Et on pourrait, enfin, c'est selon les instruments que l'on mobilise, mais analyser effectivement cette formulation comme une formulation un peu raciste, avec un récit évidemment d'invasion possible de l'Europe, qui évidemment qui est un discours qui est tenu par les populistes et les mouvements fascistes en Europe, mais qui n'a pas de réalité ni économique, ni démographique, ni historique. Bon, pour en revenir à la question de la circulation culturelle, sexuelle de la race dans les médias et comment l'eurocentrisme peut nous aider à comprendre comment se produit cette circulation, pourquoi il y a une présence de l'eurocentrisme. Vous voyez, c'est plus grand hein, que le colonialisme, c'est parler d'eurocentrisme. Shoah propose 5 caractéristiques de l'eurocentrisme.
Alors, la première, excusez-moi, je regardais la montre. Donc, la première caractéristique de l'eurocentrisme, selon Schoas, c'est de dire que le discours, hein, vous allez devoir chercher des discours, pas simplement des représentations, des contenus, des images, mais des discours. Comment un discours est alimenté par exemple, la médecine, le juridique, la police, les sciences qui parlent de biologie, de nature, etc. Donc le discours eurocentrique va établir une continuité, va dessiner une trajectoire historique linéaire qui va de la Grèce antique, occidentale, démocratique, etc., en passant par la Rome impériale pour finir dans les capitales européennes et américaines, dont on dit que c'est là que nous avons les meilleurs modèles démocratiques. L'euro-Amérique, si vous voulez, par opposition par rapport à des pays qui ne seraient pas démocratiques, qui ne seraient pas autoritaires, qui ne seraient pas aussi justement justes, structurés et respectueux des droits. Donc c'est l'histoire qui est séquencée avec la Pax Romana, Hispanica, etc. Et puis on arrive justement à cette idée que l'Europe a été le moteur du progrès, sachant qu'elle est allée l'exporter, comme vous savez, dans les Amériques. La deuxième caractéristique que propose Shoah, c'est celle qui consiste à dire que l'eurocentrisme attribue, bon c'est lié à ce qui vient d'être dit, à l'Occident une tendance inéluctable qui est justement de toujours progresser vers plus de démocratie. C'est mieux qu'avant, l'obscurantisme c'est fini, le Moyen-Âge c'est fini, la qualité de vie est meilleure, les gens vivent plus longtemps. Si vous allez dans les détails, par exemple, c'est pas vrai. Suivant les boulots que font les gens, l'espérance de vie certes a peut-être cru, mais il y a de profondes inégalités suivant que vous êtes racisé, suivant que vous avez des boulots de merde, etc., justement, y compris la culture occidentale. C'est l'idée aussi que les gros problèmes, pour le dire, pour faire une méthode, c'est-à-dire que les totalitarismes ou le fascisme, Hitler par exemple, Mussolini, la solution finale, en fait, ne sont que des accidents, ne sont pas justement, sont dus à des personnes excessives, que, si vous voulez, ce sont des accidents des exceptions qui ne confirment pas la règle selon laquelle, justement, le meilleur modèle, c'est la démocratie et le modèle du développement de la démocratie, c'est l'Europe. Pour ce faire, c'est la troisième caractéristique de Shoah, l'eurocentrisme, évidemment, va toujours faire l'impasse sur des traditions démocratiques non européennes ou non occidentales, qui existent, bien sûr. Je ne me suis pas étendue tout à l'heure, mais avec Descartes gagne un petit peu, si vous voulez, avec Hobbes, donc qui est un petit peu pas son équivalent, mais en gros, euh, la personne qui va, enfin le philosophe qui va mettre au point, c'est-à-dire va développer, si vous voulez, la philosophie de la démocratie représentative que nous connaissons, avec le type de souveraineté que nous connaissons et qui consiste en ce que le peuple, c'est-à-dire vous et moi, tout le monde, que Spinoza par exemple appelle la multitude, à un moment donné, c'est nous qui sommes souverains, c'est nous qui avons la souveraineté, et que la démocratie représentative et l'individualisme possessif consistent à un moment donné à abandonner cette part de souveraineté à quelqu'un qui va nous représenter, qui peut être un monarque constitutionnel, un monarque tout court, enfin, avec des principes de représentation constitutionnelle. Euh, donc nous renonçons, au moment où la démocratie, si vous voulez, représentative existe, ce moment coïncide avec le moment où le peuple abandonne sa souveraineté à des représentants, pardon, ou à un représentant, qui donc, par contrat, va gérer en quelque sorte cette démocratie représentative.
au passage. Donc, vous voyez le paradoxe, c'est-à-dire que la souveraineté, notre souveraineté en tant que peuple, consiste justement à y renoncer en déléguant à quelqu'un, d'où le vote, d'où la représentation nationale, les députés, les assemblées, etc. On pourrait imaginer une assemblée constituante qui fonctionne euh, de manière plus collective avec une gestion, non pas de démocratie directe, mais constituante en permanence. Il suffirait de l'organiser. C'est d'ailleurs des modèles d'organisation politique et démocratique qu'on peut tirer de la philosophie de Spinoza, mais qui n'est pas le modèle, si vous voulez, qui a été gardé à l'époque moderne. Par ailleurs, l'idée que la multitude pourrait être une forme de gouvernement est une pensée qui perdure et qui a des moments contemporains, historiques forts, avec cette idée qu'on devrait abandonner la démocratie représentative que l'on connaît, l'individualisme propriétaire et possessif qu'elle a engendré. Par exemple, vous avez des analyses des mouvements sociaux des années 60, des mouvements de 68, qui ont eu lieu dans beaucoup, beaucoup de pays du monde, hein, au Mexique, en France, en Italie, de manière très, très forte, en Allemagne, etc., comme des moments où justement les gens ont voulu s'auto-organiser, revenir plus à une logique de mise en commun, voire de communisme, euh, et ont été durement réprimés pour ça. Donc, c'est important aussi d'avoir au moins en tête euh, plusieurs logiques d'organisation politique, même s'il y en a une qui s'est imposée, qui est hégémonique, ce qui permet de creuser un petit peu la question, enfin d'ouvrir la question, de savoir si on ne pourrait pas s'organiser, y compris démocratiquement, autrement. Puisque le discours, généralement, c'est oui, évidemment, c'est le moins pire qu'on ait trouvé, et avec cette idée hein, que d'ailleurs c'est un modèle grec, enfin un modèle de la démocratie athénienne, etc., qui évidemment n'avait absolument rien à voir, elle n'était pas si démocratique que ça, puisque les femmes et les esclaves n'avaient absolument pas leur mot à dire dans ces démocraties. Et au passage, on peut rappeler que la France, pays des droits de l'homme, ou la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, sitôt qu'elle est écrite, elle est corrigée par Sieyès, donc des artisans, si vous voulez, de la rédaction de la Constitution, pardon, qui va tout de suite établir, excusez-moi, une distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs. Les citoyens actifs sont les personnes qui peuvent justement entrer dans l'espace public, qui se constitue de manière très forte à l'époque avec l'apparition d'une sphère publique. Je crois que vous travaillez pas mal ça dans la licence, des journaux, de la presse, etc. Sachant que CIS ne met pas dans la catégorie des citoyens actifs les femmes, les enfants, les vagabonds, les improductifs, etc. C'est aussi qu'à l'époque, les femmes commencent, d'ailleurs Olympe de Gouges sera guillotinée pour l'avoir demandé, à se dire qu'elles peuvent intervenir dans la sphère publique, qu'elles pourraient aussi être représentées à l'Assemblée nationale, et c'est cette pression féministe en quelque sorte qui explique le backlash, pour prendre un terme anachronique, euh, des, des CIS et autres qui vont rédiger la Constitution, qui vont se débrouiller pour justement exclure les femmes de la sphère publique et de la représentation politique, avec d'ailleurs à la clé toute une argumentation sur leur subjectivité, comme quoi elles sont passionnelles, comme quoi elles sont irrationnelles, elles ne savent pas prendre de décisions, elles sont menées par hystérique, ça vient de là, leurs ovaires, leurs passions, leur corps, etc., etc. C'est ce qu'on appelle l'exceptionnalisme démocratique, c'est-à-dire que en fait la démocratie, la République française est fondée sur justement toute une série d'exclusions fondatrices qui par la suite vont être en permanence contestées par les personnes exclues, par les personnes intéressées, par les femmes et par bien d'autres. Donc c'est important de rappeler aussi un petit peu comment il y a un fondement excluant et non pas inclusif, si vous voulez, du régime politique dans lequel on est. Excusez-moi, j'ai fait une longue
digression, mais je crois que c'est important aussi de bien savoir, en gros, quelle est justement la généalogie de notre pouvoir, enfin de notre structure politique, d'autant qu'on voit bien qu'elle est contestée, elle a été contestée encore par les Gilets jaunes qui, eux, euh, seraient plutôt sur une position justement d'assemblée constituante permanente. Il y a des pays qui s'organisent autrement. Vous avez des modèles justement d'auto-organisation, d'autogestion, de gestion collective des affaires de la cité au Mexique, par exemple, dans le Chiapas, et qui fonctionne depuis plusieurs années. Donc, encore une fois, je crois que c'est important là aussi de déconstruire un petit peu toute la représentation hégémonique que l'on a qu'il n'y aurait qu'un seul modèle à la fois de démocratie et d'organisation politique. Alors, donc j'étais sur trois caractéristiques de l'eurocentrisme selon Shoah. Le quatrième, c'est de dire que l'eurocentrisme va minimiser les pratiques d'oppression occidentale en les considérant comme contingentes, accidentelles, exceptionnelles, euh, alors que en fait elles ont complètement catalysé catalysé, permis justement, nourri le pouvoir occidental. Enfin, dernière caractéristique, l'eurocentrisme, et ça c'est un débat, il y a beaucoup de débats, enfin le débat est encore ouvert actuellement sur la question de l'appropriation culturelle, etc. L'eurocentrisme s'approprie la production culturelle et matérielle des non-européens en niant leurs valeurs. C'est-à-dire que l'Occident va séparer les œuvres de leurs auteurs, voire va se les approprier en les convertissant comme une influence. Par exemple, c'est toute l'influence de l'architecte Le Corbusier qui dit qu'il a été influencé par des structures architecturales africaines ou nord-africaines, le rapport que peut avoir Picasso, mais aussi les surréalistes avec l'art nègre, etc. Donc là, alors que la modernité est très très rigoureuse sur la question de l'auteur et de l'œuvre, il y a bien un droit d'auteur, c'est codé juridiquement, etc. Encore une fois, toute cette culture de la propriété, quand il s'agit d'œuvres que l'on a ramenées des pays exotiques, là, il y a une dislocation qui se fait entre l'auteur et les dites œuvres. Et vous avez toute la question, par exemple, très très forte au 19e et au 20e, et encore avec de Borès, de la question du cosmopolitisme, comment justement, à un moment donné, vous allez avoir aussi cette. Regardez les collections d'Yves Saint-Laurent, par exemple, un coup la Russie, un coup. Il y a tout sans arrêt, comme ça, des reprises sous forme de codes donc exotiques, etc. C'est intéressant parce qu'il y a toujours cette double logique sur laquelle on va revenir, notamment dans le film Princesse Tam Tam, c'est très très clair, mais aussi dans toute la carrière de Joséphine Baker en France, à la revue de l'Art Nègre, etc., dans le music hall. Il y a toujours une double logique, une ambivalence, à la fois on va exotiser l'autre, on va le ridiculiser, on va être à la fois amusé ou excité, voire excité sexuellement, hein, érotiser sa différence. Et donc ça c'est le côté entre guillemets positif, le contrôle positif hein, de l'exotisme et de la différence, et en même temps comment on les pathologise, comment quelque part on les produit comme des êtres inférieurs, pas civilisés, etc. Donc ce rapport un peu de fascination et en même temps de peur de la différence. Alors ensuite, Shoah redéfinit le colonialisme en essayant de le différencier de l'impérialisme. Ça peut être assez utile pour nous aussi, pour essayer de faire un petit peu comme ça, euh, de hiérarchisation, en tout cas de séparation entre toutes ces notions. Donc le colonialisme pour Shoah, ce sont les procédés qui ont permis aux Européens d'atteindre des positions hégémoniques sur le plan économique, militaire, politique et culturel dans une grande partie de l'Asie, de l'Afrique et des Amériques.
j'en parlais très rapidement tout à l'heure, avec des formes de contrôle qui peuvent être diverses, mais en gros, en général, soit vous avez un contrôle qui est exercé à distance, soit vous avez une installation directe dans les pays colonisés avec justement une restructuration complète, euh, par exemple du droit local, etc. On y reviendra peut-être, mais on sait par exemple que dans des pays où ce qu'on n'appelait peut-être pas l'homosexualité, mais où des relations entre personnes dites du même sexe n'étaient absolument pas problématiques, dans beaucoup de pays du Maghreb notamment, ou dans des pays du Moyen-Orient, c'est l'arrivée des colonisateurs et justement de décrets euh, qui criminalise et qui désigne justement les pratiques comme étant des pratiques homosexuelles, que en fait une partie de l'homophobie que l'on connaît maintenant dans ces pays et qui est dénoncée à corps et à cri par les démocraties sexuelles occidentales, soi-disant exemplaires, mais aussi par des mouvements, on pourrait y revenir, LGBT blancs occidentaux. En fait, si on regarde la généalogie de l'homophobie dans ces pays, souvent, en tout cas une source, si vous voulez, de cette homophobie vient en fait de la codification administrative et juridique de la sexualité dans ces pays et de l'homosexualité qui avant n'était pas justement ni criminalisée ni pathologisée. Voilà un exemple concret, si vous voulez, de contrôle administratif de la sexualité des pays colonisés. La définition de l'impérialisme, donc là, euh, c'est une phase, selon choix spécifique du colonialisme, qu'elle situe donc à la fin des années du 19e siècle, 1970, jusqu'à la fin juste avant la Première Guerre mondiale, et qui coïncide donc avec ce moment où la conquête des territoires est liée à une quête systématique des marchés et une exportation des capitaux. Bon, c'est une définition qui serait très contestée par beaucoup de gens, y compris par Naomi Klein, qui explique comment justement maintenant l'impérialisme, notamment états-unien, mais pas le seul, donc perdure. Mais l'idée, encore une fois, c'est d'essayer peut-être de... En tout cas, vous en faites ce que vous en voulez. Vous pouvez aussi... Là, ce que je donne, c'est des outils. On n'est pas là pour... on ne peut pas, en fait, faire des études, si vous voulez, à proprement parler, euh, coloniales ou décoloniales, postcoloniales ou décoloniales, où on essaierait justement d'entrer dans le détail de ces périodisations, de ces dénominations. Là, on essaye de trouver un petit peu des outils, de remplir la boîte à outils qui va vous être utile pour votre exercice de cette année. Donc voilà un petit peu pour les définitions que propose Shoah de l'eurocentrisme. Elle fait, dans son ouvrage qui est assez volumineux, elle travaille beaucoup sur le rôle du cinéma dans l'imaginaire impérial. Alors vous, en général, vous travaillez moins sur le cinéma, enfin ça dépend des années. Vous travaillez plus sur les séries, et notamment les séries américaines qui, c'est vrai, euh, très souvent traitent des minorités, voire de la concurrence entre minorités, voire de l'intersectionnalité, c'est-à-dire de la manière dont on peut avoir des minorités à la fois sexuelles et racialisées. Donc, par exemple, c'est évidemment, ça peut être l'exemple de Orange is the New Black, donc sur l'univers carcéral états-unien, mais à une époque, il y a eu beaucoup d'exposés sur True Blood, ça peut être aussi des représentations métaphoriques assez complexes d'ailleurs des minorités, comme en passant par la question des vampires, enfin, pas la question, mais par la figure, pardon, du vampire dans True Blood, ou même de la question de la différence entre animal et humain, etc. etc. Donc, encore une fois, là, je vous donne ces exemples de choix, mais bon, c'est vrai que suivant qu'on est dans le cinéma ou qu'on est dans les séries,
c'est pas tout à fait le même genre, on va dire, au sens de type de production audiovisuelle, mais il y a des éléments que vous avez dans Shoah qu'on peut très bien utiliser dans d'autres médias. Et puis c'est pas inutile aussi de refaire une petite généalogie euh, du, euh, du cinéma, puisque même dans le cinéma contemporain, y compris dans le cinéma d'auteurs français, etc., vous avez énormément de choses par rapport à la question justement de la race, de la figuration de l'islam, de la figuration des filles voilées, des femmes voilées, des terroristes. Il y a plein de films qui sont sortis récemment là-dessus. C'est vrai aussi que l'avantage du cinéma états-unien, et des séries en particulier états-uniennes, c'est qu'elles vont aussi très souvent sur le collectif, pas nécessairement, elles ne parlent pas d'un portrait d'une personne, mais elles prennent en compte justement les mouvements sociaux LGBTQI, mais aussi antiracistes. Donc évidemment, souvent pour vous, c'est un matériau pardon, privilégié. Et d'ailleurs, il ne faut pas vous en priver. Alors, c'est vrai que, et c'est intéressant pour nous, pour la question plus générale de la mise en image, de la spectacularisation, qui vient nourrir et renforcer justement toute cette avalanche, cette explosion des discours et des représentations sur la race, les sexualités, les genres au XIXe siècle. Et ça, c'est un aspect que Foucault n'a pas beaucoup traité, parce que en gros, il ne s'est jamais intéressé aux représentations visuelles. Et par ailleurs, il avait cette théorie que quand on passait, basculer dans l'exercice du pouvoir que j'évoquais tout à l'heure, plutôt micropolitique, le pouvoir qui s'appuie sur les corps, sur des modèles de discipline, et moins sur le juridique, sur le pouvoir du souverain que j'ai aussi évoqué en vous rappelant très rapidement un petit peu tout ce qu'on doit à Hobbes pour cette construction de la démocratie et de la souveraineté. Comme Foucault pense que, quelque part, la spectacularisation, par exemple, du droit de vie et de mort qu'avait le souverain à l'époque moderne, vous savez que surveiller et punir, que nous, on ne va pas beaucoup travailler cette année, s'ouvre sur la description de l'exécution par de Damien, donc en place de grève, donc qui va être écartelé avec 4 chevaux accrochés à ses bras, à ses jambes, et ensuite, enfin bref, donc il va subir tous les supplices qu'on pouvait faire subir avec un public important, hein, donc aux condamnés. Donc Foucault décrit d'ailleurs avec pas mal de gourmandise en fait cette scène qui est une manifestation très spectaculaire, très visuelle du pouvoir droit de vie et de mort exercé par le souverain qui selon lui disparaît par la suite. On pourrait y revenir parce qu'il y a aussi énormément de situations où les politiques et le droit de vie et de mort, ou la nécropolitique, pour reprendre un néologisme récent, existe. Donc il a un peu raté, enfin, en tout cas, il ne s'est pas intéressé, on va dire, ni à la question des genres, par ailleurs, ni à cette question visuelle. Nous, évidemment, on va s'y intéresser. Et encore une fois, c'est important parce que, et ça c'est Ella Shoah qui le rappelle très très bien, c'est que le cinéma, en fait son apparition euh, au moment même, justement, où on va assister à une espèce de vulgarisation, de popularisation des bienfaits, des projets de la conquête impériale. C'est-à-dire qu'on va descendre, cette, toute cette, ce discours sur l'impérialisme, les autres pays que l'on conquiert, que l'on dirige, que l'on contrôle, va si vous voulez, descendre un petit peu des élites vers les classes, les couches plus populaires, et par à travers toute une série de supports, et qui sont des supports de masse en fait, hein, les expositions universelles, la carte postale, les os humains dans les expositions universelles, etc. C'est-à-dire que bon, le dimanche, qu'est-ce qu'on fait? On va aux expositions universelles voir
la cabane des Kanaks tous les endroits où on a des échantillons des populations que l'on colonise et dont on reproduit l'environnement naturel et qu'on va regarder comme des sauvages, etc., etc. Donc c'est important de voir que, et je vous en donnerai des exemples concrets là assez rapidement, que le cinéma joue un rôle voilà, très important dans, si vous voulez, cette mise en circulation des stéréotypes, des typologies, euh, de aussi la popularisation de l'opposition entre les barbares et les civilisés, etc. etc. Et c'est vrai aussi que le cinéma, assez rapidement, va adapter la littérature populaire coloniale, hein, par exemple sur l'Inde, tous les romans de Kipling, de Riceborough pour l'Afrique, Tarzan, ça vient de là. Hein. C'est-à-dire que vous avez toute une littérature d'ailleurs assez populaire qui va nourrir justement le cinéma. Bon, Tarzan, il y a vraiment des cinquantaines de films, des cinquantaines d'acteurs, qui quand même mettent en scène un roi de la jungle qui est blanc. Et le cinéma aussi, et c'est important parce que c'est aussi une de ses fonctions, et c'est pas toujours aussi caricatural que dans le cinéma nazi ou que dans le cinéma, dans le cinéma de Griffiths, Naissance d'une nation. Le cinéma a toujours été un adjuvant important dans la construction du sentiment national, des genres aussi, c'est-à-dire la manière de représenter la masculinité et la féminité, etc. Aux origines même du cinéma, hein, on parle souvent des frères Lumière en France, mais l'idée d'arriver à animer, si vous voulez, des images vient aussi d'autres sources, notamment le photographe Newbridge, le photographe anglais, qui a essayé très rapidement de photographier le mouvement. Donc il avait mis au point une forme de cinéma animé qui mettait en animation des images, par exemple, du cheval au galop, qui permet donc de le voir même à un moment où les quatre fers sont en l'air, etc. Donc là, on voit aussi. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Newbridge, par exemple, comme autres inventeurs sont certains du cinéma, de l'image animée, travaillait aussi avec Charcot, donc, qui était le médecin qui soignait, entre guillemets, les hystériques à la Salpêtrière, et j'évoquais tout à l'heure avec la manière dont il a voulu prouver en tout cas l'existence de ces cas d'hystérie en les photographiant en permanence. Hein, donc les hystériques étaient photographiés avec des temps de pause très longs. Ensuite, il y avait une iconographie qui montrait leurs crises, leurs tics, l'arc hystérique, etc., etc. Et donc, en fait, Newbridge a échangé beaucoup avec Charcot, puisqu'ils étaient tous les deux très très intéressés par cette idée de comment justement capturer la féminité et en l'occurrence pour Charcot la féminité hystérique, et pour Newbridge, si vous regardez des photos moins connues, des séquences enfin d'images moins connues que celle du cheval, vous avez une répartition par genre très très claire, c'est-à-dire que les hommes sont photographiés par Newbridge comme faisant de la culture physique, avec justement une esthétique corporelle très grecque, en tout cas imaginée, calquée sur le statuaire grec. Et par contre, les femmes sont toujours représentées en train de faire des tâches ménagères près d'un seau d'eau, d'une serpillière, ou par deux en étant aguicheuses, et voire lesbiennes, avec une sexualité un peu, avec une relation, pardon, sexualisée. Donc vous voyez, d'ailleurs la pornographie, on pourrait en parler longuement, est complètement la naissance de la pornographie concomitante de la naissance justement de l'image animée, du cinéma, etc. Donc on voit très bien comment le cinéma, l'image animée est très très important dans la construction des genres, de la sexualité, de la race, de la corporalité, y compris donc dans les représentations pathologisantes, minorisantes, etc. Donc on voit bien encore une fois comment tout ça
tout ça s'alimente et comment aussi il y a la question, évidemment, il y a des genres. C'est toujours intéressant de voir un petit peu comment les genres, au sens, les genres à l'intérieur du cinéma, le western, le film d'horreur, etc., justement reprennent ces questions. Et il y a aussi une autre fonction du cinéma, et là on retrouve un petit peu la collusion entre les sciences humaines et notamment l'anthropologie, qui est quand même, si on a le temps, on reviendra sur toute l'analyse que fait de l'anthropologie euh, dans l'orientalisme. Son nom m'échappe, excusez-moi. Comment il s'appelle le gars qui a fait l'orientalisme? Bon, ça va me revenir. Mais comment en fait vous avez cette justement naissance d'une science qui est l'anthropologie et dont le rôle est quand même d'aller observer, photographier, typologiser les peuplades, entre guillemets, les autres cultures. Euh, donc la complicité, si vous voulez, entre l'objectivation de certaines populations et aussi leur description pathologisante, infériorisante, etc., a été portée par l'anthropologie et le cinéma, qui bien sûr ensuite a fait son autocritique, mais le cinéma joue un rôle très important dans tous les expéditions des anthropologues. Euh, et donc aussi dans la manière dont on va ramener, par exemple, des films et les projeter dans les métropoles, à Londres, à Paris, à New York, avec justement des commentaires et des voix off qui décrivent les populations sauvages, etc., avec un regard qui est un peu celui de l'entomologue, du botaniste. Enfin bref, c'est une force très importante que la force cinématographique. Vous avez tous les films, je sais pas, des années 20, des années 30, d'ailleurs. On le voit dans certaines versions de King Kong où on voit des réalisateurs, un couple d'ailleurs de réalisateurs de l'époque, les Johnson, qui en fait ramènent tout déjà ce discours un peu crypto-raciste sur ce que va devenir King Kong. Dans les King Kong, justement les premiers, où ils montent sur l'Empire State Building, où quelque part on peut estimer qu'il veut aussi euh, rapter, voire violer la femme blanche, etc. etc. Et ça, c'est un genre à part entière à Hollywood, hein, dans les années 20, dans les années 30, et avec encore une fois des expositions euh, et des tas de mises en scène. Plus près de nous, en tout cas du premier cinéma français, dont on cite souvent les films de Méliès. Et je vous invite d'ailleurs à les revoir parce que ils sont sortis en intégralité. Méliès, en fait, parle en permanence de l'exotisme. Vous avez les titres des films sont parlants. En 1896, vous avez Le Fakir, le mystère indien. 1897, un autre film qui s'intitule Le ventre d'esclave ou harem. En 1901, La vengeance de Bouddha. Donc ça veut dire aussi que le filon exotique est un bon filon, est très pratiqué en 1900, enfin, plaît au public, populaire. En 1905, vous avez Les Mille et une nuits. En 1902, vous avez le fameux voyage dans la Lune que vous connaissez peut-être, qu'on a souvent vu, mais quand on le regarde en détail, c'est quand même une fusée qui va se ficher dans la tête de la Lune, qu'on peut lire comme une allégorie de l'expansion impériale, avec des squelettes qui vont jaillir de la jungle et qui vont s'attaquer aux explorateurs qui vont éliminer justement les squelettes et les sauvages. Donc on voit qu'il y a vraiment le cinéma, y compris le cinéma muet, et dit fantastique évidemment, est un véhicule très important pour, encore une fois, véhiculer toute une imagerie stéréotypée, donc
des barbares et des peuples que l'on colonise, avec raison, puisque évidemment il s'agit de les éduquer et de les civiliser. On pourrait citer encore beaucoup d'exemples. Tout à l'heure, je parlais des Tarzans. Il y a un Tarzan, Tarzan et sa compagne, je crois, avec Johnny Weissmuller, où vous avez quand même euh, dans les arbres toute la cellule nucléaire familiale hétérosexuelle des années 50, hein, qui d'ailleurs euh, est passablement remusclée, reconstruite après la guerre, de manière très, là aussi, biopolitique, très contrôlée, avec une division justement sexuelle du travail. Quel est le rôle de la femme à la maison, le travail ménager, le travail de la reproduction, etc., etc. Donc à un moment où on a une organisation aussi très fordiste du capitalisme, où l'idée, parce que les femmes ont travaillé pendant la guerre, ont goûté les joies de l'usine et de l'indépendance, il faut les ramener à la maison pour les ressortir de la sphère du travail et du salariat qui pouvait leur permettre une certaine indépendance et en compensation offrir des salaires assez importants aux ouvriers qui travaillent donc dans cette organisation Fordiste du travail, notamment donc la production des voitures dans les usines Ford et qui vont eux aussi, enfin qui vont aussi avoir des salaires qui vont faire d'eux des consommateurs potentiels, etc., etc. Donc vous voyez comment on peut ça marche dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire comment un film comme Tarzan peut présenter un moment un Tarzan qui amène sa compagne dans la forêt africaine, continue de régner sur la forêt africaine avec un environnement domestique dans les arbres qui correspond à peu près à l'environnement domestique du modèle de la femme américaine, la femme à la maison dans les années 50. Donc encore une fois, c'est important de voir un petit peu aussi quels sont comme ça les mouvements de va-et-vient entre les différents, enfin, les pays colonisés et les pays colonisateurs. Euh, Comme dernier exemple, évidemment, il y a aussi tout la série des Indiana Jones, mais aussi des Rambo, par exemple, qui représentent les pays colonisés comme étant, ça c'est important, ontologiquement, si vous voulez, naturellement corrompus, dans l'attente du salut occidental. C'est intéressant de voir aussi comment il n'y a jamais, en tout cas dans le cinéma hollywoodien mainstream, de traces des luttes anticoloniales dans ces pays, parce qu'évidemment, il y en a eu, la preuve, en général, c'est les colonisateurs ne sont pas partis tout seuls, ils sont partis parce qu'il y a eu des mouvements de libération nationale et de décolonisation, que ce soit en Inde ou ailleurs. Et ça, c'est jamais évidemment représenté. Si vous prenez Indiana Jones dans le premier épisode, toute l'agitation contre les Anglais, l'occupation britannique des années 30-36 n'est pas représentée. Quand Indiana Jones est en Inde, l'Inde est représentée bêtement par un temple. Vous voyez, tous ces stéréotypes aussi, et qui quelque part fonctionnent sur le registre de la métonymie. L'Inde, c'est la spiritualité, la Chine, c'est les gongs. Comment aussi il y a souvent une répartition entre le rôle des enfants et des adultes. Les enfants sont diabolisés, alors que les enfants sont innocents, pro-occidentaux, ils sont toujours contents de se précipiter vers Indiana Jones, etc. Comment, par exemple, si on regarde les films américains, hollywoodiens, qui parlent de l'Iran ou de l'Irak, si on regarde bien au début de L'Exorciste, par exemple, on voit que en fait, il y a une statuette qui vise à raconter au début il y a une espèce d'exorcisme et le prêtre a fait un voyage en Irak. Donc, enfin, comment il y a toujours, encore une fois, quelquefois discrètement, mais tous ces propos comme ça qui sont développés, comment aussi Rambo, de manière très contradictoire, est à la fois
la virilité à l'époque avec l'arrivée de Reagan, donc toute une espèce comme ça dans les années 80, le début du néolibéralisme, donc toute une espèce comme ça d'apologie de la masculinité, mais en même temps, à l'intérieur de l'armée, est racialisé. On ne sait pas si c'est un Indien, il est toujours représenté de manière assez dévêtue, comme quelqu'un aussi de masochiste, comme quelqu'un qui en fait est manipulé par les... D'ailleurs, c'est le côté intéressant de Rambo. Quand on le regarde en détail, comment il est manipulé par les militaires en uniforme qui, eux, ne feront aucune des missions, évidemment, suicides ou difficiles qui vont lui être confiées. Comment aussi, quand il revient en tant que vétéran aux États-Unis, il est pris, il y a un policier qui l'emmène au poste, qui le prend pour un vagabond, qui va mal le traiter, qui va le dénuder, qui va le nettoyer avec un jet d'eau, etc., etc. Donc c'est intéressant. Bon, par ailleurs, parce que Rambo est adapté d'un film qui traite justement du mauvais traitement des vétérans après la guerre du Vietnam. Donc c'est aussi intéressant parce qu'au début, là, dans ces premières heures, on s'écrivait de manière un peu univoque la manière dont justement il peut y avoir des représentations euh, pathologisantes, racistes, etc. Mais il y a aussi évidemment beaucoup de complexité dans les films, voire des fois, suivant les scénarios, suivant qui l'a écrit, c'est d'ailleurs ce qu'on voit très très bien dans les séries, et notamment celles qui ont été écrites par des réalisateurs gays par exemple, ou des réalisateurs noirs, comment évidemment ça va être plus subtil, plus complexe, voire ambivalent, puisque la logique coloniale est elle-même ambivalente, je l'évoquais tout à l'heure, vous avez, et on le voit encore très bien dans Princesse Tam Tam, à la fois une espèce d'attirance-répulsion, attirance-répulsion par rapport justement aux gens qu'on veut à la fois coloniser et en même temps érotiser, etc. Donc on reviendra avec le film de Gréville. Donc ça, c'est ce que permet de voir un petit peu un petit peu et la Shoah. Euh, donc on voit bien hein, comment justement les discours se perdurent, comment encore une fois il y a le rôle que peut jouer justement la politique des représentations, enfin hégémonique des, 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 des pays euh, qui ont des histoires coloniales et impérialistes. Euh, Comment aussi, évidemment, tout ça peut permettre de renforcer aussi l'idée de nation et d'unité nationale par opposition à tout ce qui est extérieur, ce qui pourrait être intrusion ou différence de culture, de civilisation. Par exemple, au moment des attentats du Bataclan, il y avait toute cette idée que ce qui était attaqué, c'était un mode de vie parisien, un mode de vie occidental, très vite sexualisé, puisqu'on a pu penser, à un moment, il y avait même des rumeurs comme quoi c'était aussi des attaques contre le mode de vie gay, par exemple, sachant que à ce moment-là, ce qui est projeté, c'est une forme d'exceptionnalisme sexuel qui consiste à dire que les pays euro-américains sont moins homophobes, sont moins sexistes que les pays euh, avec cet amalgame, encore une fois, arabe, islamique, islamiste, etc., qui eux sont particulièrement sexistes, particulièrement homophobes, qui jettent les homosexuels depuis les buildings, etc., etc. Par exemple, toute la campagne qui a été menée par Idaho
à la fin des années 90, à partir d'images donc en France avec l'activiste gay noir d'ailleurs, Louis Georgetin, et aux États-Unis avec Outrage, qui est une association de défense des droits gays. Dont s'occupe Peter Satchel, ont tous utilisé les mêmes photos de pendaison d'homosexuels en Iran, alors qu'en fait, on sait que, et c'était possible de savoir à l'époque, que les deux personnes qui ont été pendues l'avaient été probablement parce qu'elles avaient violé des adolescents. Donc c'est pas tout à fait la même histoire, mais là encore une fois, la force du visuel, hein, c'est comme la force des, des cartes postales qui circulaient avec les images de représentation de lynchage, etc. aux États-Unis. On voit là justement comment, encore une fois, on peut avoir un nationalisme sexuel. D'ailleurs, on parle d'homonationalisme pour désigner justement les, euh, les politiques gays et lesbiennes occidentales qui justement revendique le fait de rentrer dans la nation, voire de la défendre pour défendre les homosexuels contre justement l'homophobie et le sexisme qui serait celui des pays que par ailleurs colonisent économiquement depuis un bout de temps les États-Unis, à savoir l'Irak et l'Iran pour ne donner que ces exemples. Donc encore une fois, c'est vraiment intéressant de voir comment tout ça circule et comment justement, par exemple, des personnes, et on va le voir abondamment dans la généalogie des identités sexuelles homosexuelles, les invertis, etc., du 19e, des personnes qui ont été pathologisées, qui ont été criminalisées, puisque il a fallu dépénaliser l'homosexualité en France, en Allemagne, dans la plupart des pays, etc., sont ceux qui vont à leur tour criminaliser, par exemple, les personnes maghrébines ou l'islamisme en France. Enfin, les personnes qui se revendiquent de la religion de l'islam, j'ai pas dit islamiste. Alors, là, dans le temps qui nous reste, je regarde un petit peu qu'est-ce qui serait pertinent de faire. On peut peut-être aller un petit peu, même si j'ai pas le temps de beaucoup développer, sur la réponse justement que donnerait Patricia Hill Collins à cette question qui est un peu encore une fois notre fil rouge cette année. Je croyais avoir sous la main l'ouvrage de Patricia Hill Collins et de pouvoir vous le montrer. C'est pas le cas, c'est pas grave. Patricia Hill Collins a beaucoup travaillé sur la question du racisme aux États-Unis, sur le fait que ce soit toujours, et d'ailleurs c'est pas qu'aux États-Unis, regardez ce qui se passe avec le discours qui est tenu sur les équipes ou l'équipe française de football. Le fait, qu'est-ce qui se passe quand, enfin pourquoi justement quand les personnes racisées sont intégrées, c'est souvent dans des domaines qui font appel à des stéréotypes sur le corps ou qui tablent sur leur corporalité, sur les capacités sportives, la performance sportive ou la performance musicale, etc., etc. Donc elle a beaucoup essayé de voir si, est-ce que c'est toujours pareil, nous qui avons essayé enfin, un des exercices qui est proposé dans ce cours, c'est d'essayer de se déprogrammer un peu avec cette idée de penser oui, mais c'est mieux qu'avant, non, on est moins raciste qu'avant, il y a quand même des progrès, etc., etc. Oui, mais pour qui, comment est-ce qu'on peut justement évaluer les dits progrès par rapport à la question du racisme, du sexisme, etc. Donc, on n'a pas, je ne vais pas avoir le temps de revenir en détail évidemment sur toute la généalogie du racisme biologisant, scientifique au 19e, mais vous savez sans doute comme moi que vous allez avoir toute une série de sciences et de pseudosciences d'ailleurs
euh, qui vont être mobilisés au 19e pour démontrer que justement il y a une échelle de l'humanité, que en bas de l'échelle vous avez des personnes noires qui sont proches du singe. Bon, il y a beaucoup de représentations anatomiques, anatomico-politiques en fait, et que au sommet vous avez un type idéal qui d'ailleurs souvent reprend aussi les codes de la perfection grecque au niveau du nez, du visage, etc. Vous avez des technologies, des techniques, des sciences comme la physiognomie. Donc on essaye de classer les gens en fonction de la hauteur de leur front. On peut lire en gros le visage, voir la morphologie des personnes et encore une fois les typologiser avec tous ces effets de hiérarchisation, la craniométrie, donc qui va être la science de mesure des crânes, toujours pour aboutir à peu près au même résultat de hiérarchisation d'existence des races. Mais à l'époque, vous avez aussi, par exemple, on voit très bien par rapport à la question de la migration, les Irlandais qui vont migrer aux États-Unis pour travailler seront toujours considérés comme des nègres et placés justement dans toutes ces représentations au bas de l'échelle avec les nègres, au besoin avec un ajout dans le dessin, parce que toute la valeur performative des planches anatomiques. Hein. On dessine aussi ce qu'on veut faire exister. Et c'est un effet de réel très très puissant, la planche anatomique scientifique, l'autorité scientifique, etc. Donc les Irlandais seront considérés, d'ailleurs, feront l'objet d'un racisme bien particulier, bien précis, comme des nègres et des incapables. Voilà, donc évidemment, il y a toute cette manière d'ancrer biologiquement, de prouver biologiquement l'infériorité des races et l'existence même des races au XIXe siècle, donc le racisme biologien. La même chose évidemment avec les juifs, donc on va rapprocher de l'hystérique, on va mesurer, etc. etc. Euh, c'est vrai que, évidemment, et Patricia Collins d'ailleurs en fait état dans son bouquin, au XXe siècle, on peut avoir l'impression que les fondements, en tout cas, du racisme ne sont plus biologisants, mais culturels. Donc, c'est ce qu'elle propose, je trouve, d'intéressant dans son livre, euh, de redéfinir un petit peu le racisme dans ses manifestations contemporaines et actuelles, de voir comment la position dite de l'autre a changé. Peut-être qu'il est plus difficile à localiser, peut-être qu'il est plus familier, peut-être qu'il est moins différent. Mais comment, puisque par exemple aux États-Unis, on sait que le racisme est extrêmement violent et extrêmement présent, donc comment ça se reformule et comment en fait on va passer par... on peut analyser justement les représentations, y compris les représentations positives. Donc je parlais du sport tout à l'heure, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que euh, les personnes racisées vont être souvent valorisées par rapport à leur corps et peut-être en tout cas de manière très importante. Bien sûr, il y a aussi des personnes aux États-Unis qui vont être valorisées avec des professions politiques, intellectuelles, etc. Mais il y a quand même, encore une fois, euh, toujours ce lien qui existe entre le corps et la racialisation. Donc, elle essaye de travailler un peu là-dessus. Là, je ne vais pas avoir le temps donc, de m'étendre sur tout ce qu'elle développe. Et donc, elle dit des choses aussi assez intéressantes sur la notion de colorblind. Vous savez que, y compris d'ailleurs, Obama a fait un discours, il y a eu tout un discours sur la question de la post-race, post-race, avec cette idée que la race n'existait plus
aux États-Unis. Donc la difficulté aussi que ça pose, c'est que si le racisme, à la limite, est moins caricatural ou ne fonctionne plus, ne s'articule plus sur ces catégories, euh, comment est-ce qu'il perdure, quel est le rôle, encore une fois, euh, des représentations, etc. Est-ce qu'il faut sortir de la question de la typologisation? Est-ce que c'est avec des éléments plus subtils que justement on va avoir une espèce de contraste entre les personnes racisées et les personnes non racisées? Est-ce que, et d'ailleurs ça fait quelques années que j'ai des travaux en TD sur les suprématistes blancs, euh, comment joue aussi le discours de la victimisation, par exemple, puisque vous avez tout un retournement maintenant qui fait que le discours raciste, y compris aux États-Unis, y compris de la part des suprématistes blancs, au lieu de prendre un discours justement colonisateur, de puissance ou d'hégémonie, va euh, utiliser plutôt les codes du discours de la victimisation. Donc comment est-ce que ça change justement la formulation des représentations racistes? Comment est-ce qu'on prend ça en compte? Comment est-ce qu'on le croise aussi avec la question des genres et de la masculinité, puisque vous avez aussi par exemple, la masculinité white trash des suprématistes et plus du tout sur des codes justement triomphants. Donc, comment on articule ça? Comment est-ce qu'on voit aussi le rôle que peut jouer le féminisme, mais aussi retourner comme une agression avec cette idée que justement euh, le féminisme est aussi un ennemi qu'il faut croiser justement avec euh, la stigmatisation raciale, etc. etc. Donc, j'essaierai de revenir sur Hill Collins en fonction de vos sujets. Mais là, on peut commencer. Enfin, je vais vous annoncer plutôt ce qu'on va faire la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, on va aller plutôt sur Gilroy, qui est aussi un culturaliste qui enseigne à Londres, britannique, noir, très intéressant, qui a fait ce livre Black Atlantic, où je vais en parler la prochaine fois, proposé aussi de manière peut-être un peu à la Foucault aussi, d'envisager l'Atlantique noir et aussi comme un lieu, parce qu'on proposait d'ailleurs de considérer que c'est un lieu, euh, donc l'Atlantique avec évidemment toutes les traversées, le commerce triangulaire, etc. Et aussi toutes les, les échanges à la fois de savoir et de personnes qui ont lieu aussi par enfin, sur les bateaux, et essayer de voir justement un petit peu quel est le rapport qu'on peut avoir à la modernité, quel est le rapport qu'on peut avoir à la nation, à l'identité culturelle, comment aussi, mine de rien, ces lieux, s'ils étaient évidemment des lieux d'oppression maximale et létale, puisque c'est des bateaux négriers qui transportaient des esclaves et qui arrivaient généralement pas tous vivants aux Amériques. Comment aussi on peut considérer ça comme une ère culturelle, comment il y a eu des phénomènes de résistance, comment on peut reparler autrement du cosmopolitisme noir. Donc c'est une manière justement de voir comment Gilroy envisage la modernité et euh, les phénomènes aussi de double conscience qu'il reprend à Gilroy, mais qui, selon lui, et c'est déjà le cas pour Gilroy, peuvent constituer une force critique non négligeable. Comment aussi il faut prendre en compte la question maintenant de la diaspora, euh, de l'identité conçue justement de manière qui ne peut pas être nationale et qui ne peut pas non plus être un modèle d'enracinement de souche, pour reprendre un discours qu'on entend quelquefois.
Donc, voilà ce qu'on fera la prochaine fois. Là, je vais m'arrêter ici pour ce premier cours magistral. Donc, encore une fois, nous sommes là pour l'instant dans le premier bloc thématique drôle de lumière, qui est dont l'objectif est de porter un regard critique sur les narrations du progrès et de la modernité. Merci beaucoup et à très bientôt.